ce risque politique, j'ai envie de dire non, que c'est un des principaux risques pour l'entreprise. Nous sommes, nous, chefs d'entreprise, face à un changement permanent, à une non-stabilité qu'on nous vend inversement à longueur de journée. Et est-ce que les hommes politiques sont un peu conscients du risque qu'ils représentent pour l'économie du pays ? Le risque majeur pour les entreprises, c'est le risque politique. Et pourquoi cela ? C'est aussi simple que cela. L'environnement fiscal, social, réglementaire est fait par les décideurs publics. Et dès lors que cet environnement est plus ou moins favorable, eh bien c'est aux décideurs publics d'assumer ce qu'ils font courir comme risque aux entreprises. Donc le problème majeur de l'entreprise, c'est le politique. Et je vais vous donner 3 exemples de cette idée. Lorsque des politiques décident de réduire de manière autoritaire, par la loi, la durée du travail, qui fait qu'aujourd'hui notre pays est celui qui travaille en durée annuelle du travail le moins de tous les pays de l'OCDE, cela pose un problème et cela crée un risque, puisque l'on accroît ainsi les difficultés des entreprises en réduisant autoritairement leur durée du travail, sauf à décider qu'elles peuvent effectuer des heures supplémentaires. Et c'est bien ça le sujet, cette augmentation par le biais des heures supplémentaires qui coûtent, dégrade la compétitivité de l'entreprise, des entreprises, et donc accroît leur risque à terme de survie. Premier exemple. Deuxième exemple, il est celui-là caricatural, c'est la fiscalité. Si vous augmentez la fiscalité qui pèse soit sur les entreprises, soit sur les entrepreneurs, évidemment, vous dégradez celles-ci, les entreprises, et leur nombre, et vous dégradez le nombre des entrepreneurs qui vont ailleurs. Soit les entreprises ont des difficultés, certaines meurent, soit les entrepreneurs ont des difficultés, sont moins heureux, le risque est plus important et parfois ils s'en vont, comme ça a été le cas durant des années, pour assumer des investissements ailleurs qui sont moins risqués. Deuxième exemple de cette fiscalité prohibitive, notamment celle qui pèse sur l'investissement en France. Le troisième sujet, je l'ai déjà à moitié traité, c'est le sujet réglementaire, les normes et règlements. Il est clair qu'il y a une concurrence par la norme et par le règlement. Et les entreprises françaises qui sont confrontées à cette accumulation de normes et de règlements subissent un risque plus important par la concurrence que ces normes différentielles font peser sur les entreprises en question. J'ai parlé tout à l'heure de l'Europe et de la transcription des directives européennes, puisque vous savez que 70% de la loi française provient des directives européennes. C'est cette moyenne-là. Nous avons une curieuse habitude dans ce pays, c'est que nous transcrivons les directives européennes au niveau le plus élevé de la fourchette posée par les directives européennes en question. Je vais prendre un exemple qui est un exemple très, très parlant. Les phytosanitaires. L'utilisation des phytosanitaires dans l'agriculture française. Il y a eu une directive européenne réglementant l'utilisation des phytosanitaires, qui, comme beaucoup de directives européennes, fixe une fourchette libre aux pays adhérents à l'Union européenne de choisir à l'intérieur de cette fourchette la bonne mesure de l'utilisation des phytosanitaires. Eh bien, il faut savoir, comme d'habitude, que l'administration française qui est chargée de la transcription de ces directives européennes a choisi la norme phytosanitaire la plus sévère. Alors c'est peut-être bien, pense-t-on, pour les consommateurs, ça a été dramatique pour nos agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une concurrence de l'utilisation des normes phytosanitaires qui s'est faite. Les Italiens ont transcrit, comme les Espagnols, l'utilisation des normes phytosanitaires au bas de la fourchette, et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés dans une situation de facto de concurrence par la norme. Et comme nous avons la doctrine de prendre la norme la plus exigeante, eh bien, cela se traduit par un risque supplémentaire pour nos entreprises.
J'ai parlé du principe de précaution pour dire c'est une vraie doctrine, parce qu'on l'a remarqué plusieurs fois, on prend systématiquement ce qu'il y a de... Oui, l'administration française est la bonne élève, souvent la bonne élève pour la transcription des directives européennes. Et qui décide de ça? L'administration française. Mais c'est qui? L'administration française. Je n'ai pas parlé des ministères et du ministre. J'ai parlé des administrations. Il n'y a pas de ministre à la tête des administrations. Pour la transcription des directives européennes, ça passe souvent sous l'écran du radar du ministre en question. Alors j'ai un autre sujet qui, pour terminer maintenant sur ces risques qui sont les risques politiques de modification de l'environnement fiscal, social et réglementaire français, nous avons ce qu'on appelle les études d'impact. Ça, c'est très important, l'étude d'impact. C'est-à-dire que nous avons, il y a quelques années, décidé qu'une loi qui était porteuse de grands changements, systématiquement, devait faire l'objet d'une étude d'impact. Ça, c'est très bien. Et nous avons confié les études d'impact à l'administration qui proposait la loi au ministre, ou qui coproduisait la loi avec le cabinet du ministre. Ça n'a aucun sens, puisque l'administration qui est chargée par le ministre de mettre en œuvre une loi, elle est en même temps chargée de juger de son bien fondé. Donc elle juge toujours que c'est bien fondé. C'est complètement aberrant que les études d'impact ne soient pas confiées à des organismes indépendants qui pourraient dire le bien ou le moins bien fondé de telle ou telle loi. Alors ça, c'est tellement basique que dans nos entreprises, nous n'avons pas le droit de produire des études concernant nos propres produits, évidemment. Et qui est-ce qui peut changer? Ça, c'est pas trop difficile à changer. Il s'agit de ne pas faire ce qui a été fait il y a quelques années, donc de confier ces études d'impact à l'administration, mais de sortir du champ réglementaire ces études d'impact et de les confier à un organisme indépendant qui serait chargé d'évaluer tel ou tel bien fondé de telle ou telle loi. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais faire 3 préconisations, parce que j'ai décrit 3 risques majeurs qui sont les risques politiques par les décideurs publics d'un changement de l'environnement de l'entreprise. Il y a 3 préconisations simples que nous pouvons faire. D'abord, c'est de changer la méthode de transcription des directives européennes. Ça me semble, et c'est ce principe qu'il faut modifier. Il y a un autre principe dont Sophie a parlé, qui est le principe de stabilité. Modifions de manière favorable l'environnement fiscal, social et réglementaire des entreprises dans un premier temps, lors par exemple d'une alternance. Par exemple. Donc, dans un premier temps, on le modifie de manière favorable. Et ensuite, principe de stabilité, on n'y touche plus pendant 4 ans. C'est ce que font les Anglais pour les PME françaises. Moi, j'avais été très intéressé par ce principe de stabilité fiscale. Les Anglais s'interdisent de modifier entre des lois budgétaires la grande fiscalité ou la fiscalité qui s'adresse aux entreprises. C'est très important, ce principe de stabilité qui peut être fiscal, mais qui peut être social et réglementaire. Donc ce principe de stabilité juste une petite objection. fondamental. Si on n'était pas revenu sur ce que Hollande a fait la première et la deuxième année, on serait mort. Oui, c'est vrai, mais encore faut-il prendre des bonnes décisions au début et pas des mauvaises. Mais ça, on espère que lors d'une alternance, les bonnes décisions seront prises. Ce ne sera pas difficile de prendre des bonnes décisions ou décisions moins mauvaises que celles qui ont été prises au début de ce quinquennat. Pour les entreprises, s'entend, puisqu'on est là sur cette thématique. Un autre principe qui me semble fondamental, c'est de moins légiférer, c'est-à-dire d'avoir moins recours à la loi. La loi doit fixer les grands principes. Elle doit, par exemple, s'agissant des entreprises, s'intéresser à l'ordre public social, c'est-à-dire tout ce qui est dommageable pour la sécurité, la santé de ceux qui travaillent dans les entreprises. Tout le reste doit être renvoyé à la négociation dans l'entreprise. Et moins vous légiférez,
moins vous inscrivez dans le marbre la loi, moins vous êtes tenté de le modifier, bien sûr. Si vous avez moins de lois, eh bien vous n'êtes pas tenté de revenir sur celle-ci. Et c'est vraiment ce principe de moindre législation qui doit être au cœur de l'action publique dans les années qui viennent. Je sais que ce sera difficile, parce que dès qu'on arrive, il faut faire des lois. Mais si on Quel pouvait... est le candidat qui aime le moins les lois? Ça, c'est une question importante. En tout cas, celui qui propose de retirer de la loi, c'est François Fillon, un certain nombre de normes sociales, et de confier à la négociation la production de cette norme sociale dans chaque entreprise. Donc ça, c'est très important. Mais il faut se méfier, c'est comme dans le Docteur Folamour, hein, il faut se méfier des habitudes, et donc il faudra, et c'est sur ça que je voulais maintenant conclure, il faut qu'il y ait une influence forte des entrepreneurs sur la production des normes sociales, fiscales, réglementaires. Et c'est pour ça que j'ai, avec quelques amis, créé WikiPME, qui est partenaire du colloque d'aujourd'hui. WikiPME, c'est quoi? C'est justement la naissance sur le numérique d'une communauté influente d'entrepreneurs. Non seulement sur WikiPME, vous pouvez échanger des services sur une place de marché, faire du B2B, mais nous avons aussi l'éthique, comme dirait Sophie, les valeurs entrepreneuriales, la nécessité de promouvoir la communauté entrepreneuriale parce qu'elle est aujourd'hui au cœur, je le crois, de la future prospérité recouvrée et de la lutte contre le chômage dans notre pays. Vous savez, ce qui s'est passé depuis 2008 est majeur. C'est que la crise financière qui nous a frappés, elle a montré quoi? Et elle l'a démontré à l'opinion, qui a beaucoup bougé depuis. C'est que sans les entreprises, lorsque les entreprises défaillent, eh bien la croissance, c'est-à-dire la capacité d'amélioration du niveau de vie, du pouvoir d'achat, de l'emploi, bref, tout ce qui fait et fonde une cohésion sociale disparaît lorsque les entreprises disparaissent aussi. Et donc, à contrario, il y a une prise de conscience que les entreprises et les entrepreneurs, qui sont mis en avant par le digital et par le numérique, ça pourrait faire l'objet d'un autre colloque, mais les entrepreneurs, ils sont aujourd'hui porteurs de l'intérêt général, beaucoup plus que l'État, beaucoup plus que l'État. Et cette opinion publique, elle commence de le reconnaître. Et donc nous avons besoin d'avoir des communautés d'entrepreneurs fortes qui influencent la décision publique et donc qui s'emparent de l'avenir de la cité. Et c'est, je crois, à l'ordre du jour pour les mois et les années qui viennent. Et c'est tout l'objet de la création de cette start-up WikiPME qui prospère. On a aujourd'hui 45 000 abonnés, mais je ne veux pas faire trop de publicité. Je vous conseille simplement de voir, au-delà de WikiPME, l'objectif de la communauté entrepreneuriale qui demain évitera le risque majeur porté par les décideurs publics. Car les décideurs publics, qu'est-ce qui les motive? Eh bien, c'est le risque, mais le risque d'une élection perdue. Et donc, ils sont très sensibles à l'influence que peuvent représenter ou que pourrait représenter aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur le digital une communauté entrepreneuriale puissante qui disent oui, c'est bien, mais qui disent aussi non, c'est pas bien et on n'en veut pas. Et on peut s'exprimer en ce moment sur WikiPME, par exemple, sur ce qu'il faut pour l'entreprise? On peut s'exprimer, bien sûr, puisqu'on a un blog et on a une télé. Donc, tous ceux qui ont des choses à dire sont les bienvenus sur WikiPME. On se réserve, bien sûr, comme on dit, la médiation ou le choix d'arbitrage ou de publication, mais nous voulons que les entrepreneurs s'expriment et s'expriment de plus en plus fortement, mais bien sûr dans un critère et un caractère de modernité qui est celui du monde qui vient et qui est celui du digital.